Pierre Jouvencel, bonjour. Bonjour. Nous nous trouvons aujourd'hui dans un lieu emblématique, la maison de Victor Hugo, place des Vosges à Paris, et plus précisément dans le cabinet de travail de l'écrivain. Pierre Jouvencel, vous êtes un artiste aux talents multiples, puisqu'à la fois auteur, comédien, passionné de littérature, et vous vous êtes donné pour mission de faire revivre Victor Hugo. Dans un spectacle biographique que vous avez écrit et que vous interprétez seul en scène depuis plusieurs années, vous invitez le public à redécouvrir cette figure monumentale de la littérature française. Mais avant d'aller plus loin, je propose de regarder 2 minutes de votre spectacle. L'homme qui se présente devant vous est prêt à affronter le jugement de l'histoire. Je m'appelle Hugo, Victor Marie. Je suis né le 26 février 1802 à Besançon. Ce siècle avait 2 ans. Rome remplaçait Sparte. Cet enfant, que la vie effaçait de son livre, et qui n'avait pas même un lendemain à vivre, c'est moi. Demain dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne, je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. Je marcherai, les yeux fixés sur mes pensées, sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit, seul, inconnu, le dos courbé, les mains croisées tristes. Et le jour pour moi sera comme la nuit. Je dis que la société doit dépenser toute sa force, toute sa sollicitude, toute son intelligence, toute sa volonté pour que de telles choses ne soient pas. Je dis que de tels faits dans un pays civilisé engagent la conscience de la société tout entière, que je m'en sens moi qui parle, complice et solidaire. Quant à ma mort, vous comprendrez qu'il m'est difficile de vous la relater. Je peux simplement vous dire que mes derniers mots seront: c'est ici le combat du jour et de la nuit. Je vois de la lumière noire. Pierre Jouvencel, il est rare qu'un auteur et comédien se consacre à la biographie d'une personnalité historique en l'incarnant seul sur scène. Et on ressent votre engagement jusque dans votre barbe que vous avez laissé pousser. Qu'est-ce qui vous a donné envie de plonger dans l'univers de cet immense écrivain et de vous investir autant dans son interprétation? Bah écoutez, en fait, ça, il faut remonter à l'enfance. Moi, j'étais un enfant qui a aimé la poésie très tôt, en fait. Et voilà, je récitais des poèmes quand j'étais tout enfant. Et donc, j'étais un enfant aussi qui aimait s'isoler un petit peu. Et donc, je prenais des livres et voilà, et j'apprenais. Et Victor Hugo est arrivé très tôt. Notamment, j'ai été aussi passionné par un ami de mes parents qui était passionné d'épopées napoléoniennes. Donc, l'histoire de Napoléon et Victor Hugo est arrivé assez vite avec ça. Les poèmes autour des châtiments, les poèmes à la gloire de Napoléon, etc. Et donc, j'ai découvert très tôt un certain nombre de poésies de Victor Hugo. Lorsque j'ai décidé de créer ma compagnie en 2014, j'ai voulu associer mes 2 passions, qui étaient la poésie et le théâtre. Et à ce moment-là, bon, je suis parti sur un certain nombre de poètes. Voilà, j'ai fait Les Fleurs du Mal avec Baudelaire, qui était un poète que j'aimais particulièrement. Et puis, assez rapidement, j'ai eu envie de faire un spectacle autour de Victor Hugo, parce que j'avais ses souvenirs d'enfance. Et lorsque j'ai voulu travailler sur Victor Hugo, sur sa poésie, que j'ai recommencé vraiment à lire des poèmes de Victor Hugo, parce qu'il faut bien le dire, entre l'enfance et le moment où je me suis mis à écrire sur Victor Hugo, il s'est passé un long moment où Victor Hugo n'a pas été au centre de ma vie. Mais lorsque j'ai décidé vraiment de m'y intéresser, j'ai relu les livres que j'avais lus dans mon enfance, et puis j'ai lu beaucoup de biographies, j'ai relu ses poèmes. Et à ce moment-là, j'ai trouvé que sa vie était absolument incroyable. Je connaissais un petit peu sa vie, mais comme
beaucoup de gens, c'est-à-dire avec beaucoup de lacunes, je crois. En tout cas, beaucoup de zones qui n'étaient pas remplies, beaucoup de zones d'ombre. Et là, je me suis vraiment attaché à ce travail. J'ai lu énormément. Et j'ai trouvé ça absolument passionnant. Et donc, je me suis mis à écrire. Et lorsque je me suis mis à écrire, j'ai voulu évidemment illustrer les grands moments de sa vie par sa poésie. Sauf que Victor Hugo, ce n'est pas qu'un poète, ce n'est pas qu'un écrivain, ce n'est pas qu'un dramaturge, c'est aussi un homme politique. Et donc, je me suis aussi intéressé à sa vie politique, à ses discours que j'ai trouvé absolument admirables. Et donc, j'ai voulu les mettre, si vous voulez, tous ensemble dans ce spectacle. Et je voulais en même temps faire un spectacle d'1 heure, ce qui était relativement compliqué. Pour résumer la vie de Victor Hugo en 1 heure, ça a été peut-être le plus difficile. Il a fallu que je fasse des choix. Ce que j'ai fait, donc il y a effectivement un certain nombre de choses dont je ne parle pas, et il y a des passages effectivement où je suis beaucoup plus complet. Voilà, et donc j'ai essayé de faire ce spectacle d'1 heure avec 13 poèmes, 2 discours politiques. Et puis effectivement de là est née une véritable passion pour Victor Hugo, et donc je continue à enrichir ma connaissance de Victor Hugo en continuant à lire, parce qu'on n'a jamais fait le tour complet de Victor Hugo. Et puis je suis maintenant ami avec ses descendants, donc tout ça, ça donne aussi de la couleur à ce personnage pour moi, et qui fait maintenant intégralement partie de ma vie. Pierre Jouvencel, vous portez seul ce spectacle depuis des années. Pourriez-vous nous raconter les évolutions au fil du temps, les retours du public? Et aussi, vous avez eu, je crois, une distinction, ou plusieurs peut-être? Oui, alors, donc en fait, au départ, ce spectacle a été, je l'avais créé avec un musicien sur scène. Parce que moi, j'ai fait des études de musique, je suis oboïste à la base, donc j'ai de suite commencé à vouloir mettre beaucoup de musique dans mes spectacles. Et donc, ce spectacle était à peu près à part égale entre le texte et la musique. Et puis, donc ça, c'est un spectacle qui a commencé à tourner à partir de 2018. Et jusqu'en 2021, il était sous cette forme-là, avec simplement un seul discours et puis un peu moins de poèmes et un certain nombre de passages de sa vie dont je ne pouvais pas parler. Et par contre, beaucoup de musique avec un violoncelliste, et puis de temps en temps, c'était avec un accordéoniste, ça dépendait des disponibilités des uns et des autres. Et puis à partir de 2021, j'ai eu envie j'étais un peu frustré par le fait qu'il me manquait des choses. Par exemple, dans le premier spectacle, il n'y avait pas le discours sur l'abolition de la peine de mort, ce que je trouvais quand même très très dommage s'agissant de Victor Hugo. J'avais fait un choix en mettant le discours sur la misère parce que je le trouvais encore d'une actualité forte. Du coup, évidemment, le discours sur l'abolition de la peine de mort qui n'est pas dans le spectacle, ça pouvait pas faire. Donc, j'ai décidé d'arrêter le spectacle avec un musicien, de garder un petit peu de musique, mais de façon beaucoup moins importante, avec une musique enregistrée. Et par contre, de mettre beaucoup plus de texte et de le jouer d'une manière aussi très différente. C'est-à-dire que j'ai pris la tâche d'un metteur en scène qui a fait plus de la direction d'acteurs. On a changé le décor. Alors c'est un décor très très simple dans mon spectacle, et j'avais voulu avoir un décor simple pour pouvoir jouer absolument partout. Mais du coup, j'ai pris un pupitre. Parce que Hugo, notamment à Guernesey, dans son Lockout, écrivait droit. Et ça donne aussi sur la scène une fluidité. À partir du moment où on s'assoit, on se lève, etc., ça donne une sorte de répétition qui n'était pas agréable, me semble-t-il, à la mise en scène. J'avais eu quelques retours du public là-dessus. Donc on a complètement changé les choses. Aujourd'hui, je suis tout le temps droit. Je regarde véritablement le public en face avec ce pupitre, et puis juste quelques caisses qui me permettent de ranger des livres. Mais voilà, donc c'est un décor d'une extrême sobriété. Mais en même temps, je voulais que le spectacle soit axé essentiellement sur le texte, l'incarnation de Victor Hugo. Et donc pour cela, la sobriété, me semble-t-il, convient parfaitement. Voilà, en fait, donc ce spectacle a évolué. À partir de 2022, je suis rentré dans cette configuration-là. Je l'ai un petit peu amélioré depuis 2022, mais très peu. Et en 2022, comme vous l'avez dit, effectivement, j'ai eu le prix au Festival Off d'Avignon du meilleur auteur contemporain pour l'écriture du spectacle.
Alors ce spectacle, évidemment, il y a énormément de Victor Hugo dedans, puisque comme je vous l'ai dit, il y a 13 poèmes, il y a 2 discours, il y a une partie de la préface des Contemplations, mais en même temps, il fallait bien mettre du lien dans tout ça. Et c'était sans doute le plus difficile, c'était d'arriver à trouver une écriture qui soit une écriture qui puisse s'harmoniser avec l'écriture de Victor Hugo, avec ses textes absolument majestueux. Donc j'ai essayé de trouver une écriture qui soit une écriture quand même assez 19e et qui permette effectivement de faire ce lien sans que le spectateur soit complètement perdu entre une écriture du 21e siècle et puis des textes qui sont du 19e. Voilà. Effectivement, on constate durant votre spectacle qu'il y a une fluidité entre vos écrits et ceux de Victor Hugo. Voilà, bah écoutez, si c'est réussi, c'est tant mieux, je suis très heureux. Je pense qu'effectivement, les retours que j'ai par rapport à ça vont dans ce sens. Donc effectivement, ça me ravit. Et je pense qu'effectivement, j'ai réussi à trouver un équilibre, si vous voulez, entre les textes de liaison et la poésie et les discours de Victor Hugo. Victor Hugo n'était pas seulement un géant de la littérature, vous l'avez dit, c'était aussi un homme engagé, un homme politique, fervent défenseur des idéaux de justice, de progrès, donc anticlérical, homme de gauche, partisan de l'abolition de la peine de mort, il militait pour les États-Unis d'Europe et même rêvait d'une monnaie unique, une vision particulièrement en avance sur son temps. Oui, il a eu une vision en avance sur son temps. Alors attention, Victor Hugo n'a pas toujours été un homme de gauche. Il a d'abord été un monarchiste par sa mère, puisque sa mère était royaliste. C'est une femme qui est née dans les environs de Nantes, Sophie Trébuchet, donc qui a connu la période de la Révolution avec les Bleus qui chassaient les chouans. Et elle est restée très attachée en fait à la chouannerie et à la monarchie en fait. Elle épousera colonel, capitaine d'abord, puis colonel, puis général de Napoléon, mais elle restera quand même toute sa vie royaliste. Donc Hugo, au départ, va vivre avec sa mère, puisque ses parents vont se séparer très tôt. Son père va partir dans les campagnes, l'Italie, l'Espagne. Les parents vont se déchirer assez rapidement. Et sa mère va avoir une liaison avec le général Lahorie, qui à l'origine était un ami de son père, mais qui est resté lui aussi royaliste. Et quand Victor Hugo et ses frères vivent avec leur mère dans le petit couvent des Feuillantines à Paris, il y aura un personnage qui sera là, qui vivra dans une petite chapelle à côté, qui s'appelle donc Lahorie. On apprendra par la suite que c'est le parrain de Victor Hugo et que c'était, selon vraiment toute vraisemblance, l'amant de sa mère. Victor Hugo sera très très attaché à Lahorie et il restera royaliste. Alors ce Lahorie fera le coup d'État avec le général Mallet pendant que Napoléon en 1812 est en Russie. Napoléon va apprendre le coup d'État, va revenir d'Ar de Russie et va faire assassiner ceux qui ont fomenté le coup d'État. Donc Lahorie sera exécuté en 1812. Ce qui fait aussi que Victor Hugo va très très vite avoir cette aversion pour la peine de mort et voudra être un abolitionniste très très tôt. Il sera très marqué par cet épisode de sa vie. En 1812, il a 10 ans, il tient la main de sa mère et il voit les affiches sur lesquelles Lahorie va être fusillé. Ça va marquer aussi son engagement. Donc là, si vous voulez, donc il sera monarchiste. Puis, à la mort de sa mère, il va avoir un petit peu des relations un peu plus amicales, on va dire, avec son père. Donc la gloire de l'Empire va refléter sur lui. Il va devenir bonapartiste. Puis finalement, à partir de la révolution de 1830, de la monarchie de Juillet, il va prendre le pas de Louis-Philippe. Il va devenir orléaniste. En 1844, il devient confident de Louis-Philippe. En 1848, il va estimer que l'arrivée de Louis-Napoléon Bonaparte, c'est finalement ce qui va permettre la stabilité pour le pays. Il va soutenir Louis-Napoléon Bonaparte et très vite, il va constater que Louis-Napoléon Bonaparte va s'orienter de plus en plus vers le coup d'État. À partir de ce moment-là, il va prendre énormément de réserves avec Louis-Napoléon Bonaparte. Il va sentir venir véritablement le coup d'État de 1851. Et donc, au moment du coup d'État, là, il va exploser et il va vouloir absolument qu'on renvoie ce dictateur chez lui. Malheureusement, le peuple de Paris ne suit pas. Il va être condamné à mort, condamné à l'exil. Et c'est là que finalement sa légende va se forger et que
parce que même quand il siège à l'Assemblée de 1848, 1849 jusqu'à 1851, il siège encore avec les conservateurs. Ce n'est qu'après, finalement, l'exil qu'il va devenir un véritable républicain. Il dira d'ailleurs, je suis un républicain tardif, mais un républicain convaincu, effectivement. Et quand il va revenir de ses 19 ans d'exil, alors là, il sera un républicain absolument adulé. Et effectivement, il siégera au Sénat, à la gauche du Sénat. Et ce qui fait qu'à son enterrement, tout le monde va réclamer la dépouille du grand homme, puisque aussi bien de la droite de l'Assemblée à la gauche de l'Assemblée, tout le monde va vouloir récupérer, si vous voulez, cet homme qui a marqué son histoire et qui était adoré à la fin de sa vie par le peuple. Voilà. Donc effectivement, voilà, je voulais juste expliquer un petit peu cette histoire de Victor Hugo, où on a un peu tendance à l'imaginer avec sa barbe blanche, l'homme de la République, de l'égalité, de la fraternité et de la liberté. Il a toujours été un homme de la liberté, de l'égalité et de la fraternité, mais pas toujours avec la République. Mais il deviendra effectivement un républicain convaincu, et c'est l'exil qui forgera cette légende magnifique de Victor Hugo. Et justement, cet exil, ce qu'on peut préciser peut-être, c'est que malgré l'amnistie de Louis-Napoléon Bonaparte, oui, il a refusé de rentrer. Absolument. Tant que Louis-Napoléon Bonaparte n'aurait pas quitté le... Exactement. À partir de 1859, Napoléon III va faire en sorte que les émigrés qui étaient partis au moment du coup d'État puissent rentrer en France avec une amnistie pour les émigrés. Et Hugo va être un des rares à ne pas vouloir rentrer en disant « lorsque la liberté rentrera, je rentrerai ». Donc effectivement, il est allé jusqu'au bout de ses convictions et il ne rentrera qu'en 1870, au moment de la défaite de Sedan, et au moment où Napoléon III va chuter. Et à ce moment-là, effectivement, il va rentrer avec la République, et il va rentrer sous les applaudissements et sous les hurrahs de la foule, et il sera adulé puisque à ses obsèques, donc en 1885, il y aura plus de 2 millions de personnes qui vont défiler dans Paris. Et au moment de son 80e anniversaire, il y aura le peuple de Paris et le peuple aussi de province qui va défiler sous ses fenêtres pour lui souhaiter un bon anniversaire, avec des milliers et des milliers de personnes qui vont défiler sous ses fenêtres. C'est dire finalement ce que cet homme, par sa qualité, ses qualités littéraires, mais aussi par ses engagements dont vous avez parlé, donc ses combats, vous en avez cité quelques-uns, effectivement, donc d'abord l'abolition de la peine de mort, parce que pour lui, je crois que c'est le combat majeur, mais aussi tout ce qui était le social, avec le discours pour l'abolition de la misère de 1849. D'ailleurs, il y aura, pour la petite histoire, il y aura 2 discours. Il y aura un autre discours qu'il va écrire en 1851. Il va être amené par un autre député qui s'appelle Blanqui, qui est le frère d'Auguste Blanqui, qu'on appelait aussi l'insurgé. Le frère de Blanqui va, connaissant l'appétence qu'avait Victor Hugo pour les questions sociales, lui dira écoutez, il faut que vous veniez avec moi à Lille, je vais vous montrer ce qu'est la réelle misère. Et donc ils vont partir à Lille, ils vont visiter les caves de Lille, ce qu'on appelait les caves de Lille, où il y avait un monde de toutes petites gens qui vivaient enfermés dans des caves sans air, dans l'humidité, etc. Et là, il va être complètement effaré par ce qu'il va voir, avec des personnes qui meurent littéralement par manque d'hygiène. Et donc, il va revenir, il va écrire un discours, mais ce discours ne sera jamais prononcé, puisqu'il ne viendra pas à l'ordre du jour de l'Assemblée. Et ensuite, il y aura le coup d'État en 1851 qui fera que ce discours ne sera jamais prononcé. Mais pour dire que c'est un engagement, cet engagement vers le social, vers le peuple, c'est pas pour rien qu'il écrira Les Misérables. Donc, c'est un engagement majeur. Vous avez parlé des États-Unis d'Europe, c'est effectivement un des premiers qui va avoir la conscience que les peuples européens doivent se regrouper pour pouvoir faire face à l'émergence déjà des États-Unis d'Amérique, qu'il imaginait un grand pays, compte tenu aussi de l'espace qu'il y avait là-bas. Et donc, il se doutait bien que si les pays européens ne se regroupaient pas, à terme, ces pays-là, on allait se faire avaler tout simplement par les autres grands États. Donc, les États-Unis d'Europe, mais aussi le combat pour l'éducation, puisque Victor Hugo, donc,
donc était un homme profondément croyant, mais il était en délicatesse avec l'institution religieuse. Et en 1850, il y a un retour avec lui, Napoléon Bonaparte, à un certain ordre moral, et notamment le comte Falloux, qui était ministre de l'Éducation, fait une loi dans laquelle il souhaite que l'enseignement religieux soit la norme et que l'enseignement pour les enfants soit confié à l'institution et à l'Église. Et Victor Hugo, qui était croyant, mais qui était en délicatesse avec l'institution religieuse, va se battre pour une éducation libre et gratuite, pour faire en sorte que l'éducation ce soit le rôle de la famille, mais l'instruction soit l'affaire de l'État. Donc il est pour une éducation libre, il n'est pas contre les écoles privées, mais il veut que ce soit l'État qui soit la norme et qui donne la base de l'enseignement. Donc il va se battre là-dessus pour l'enseignement pour tous, puisque l'enseignement sera aussi son combat. Là-dessus, il est assez proche de Danton qui disait après le pain, le plus important, c'est l'éducation du peuple. Et je crois que Hugo était aussi là-dessus. Il s'est beaucoup battu pour l'enseignement, en disant la liberté commence où l'ignorance finit, notamment. Donc il y a eu plein de phrases comme ça qui tendent à montrer qu'effectivement un peuple ne peut devenir peuple que s'il est éduqué, sinon il reste une populace qui finalement ne sait faire que des émeutes et qui reste à l'échelle d'émeutes. Mais si on veut pouvoir avancer dans la société, il faut l'éducation pour éclairer les esprits. Donc ça, c'est un autre grand combat. Un autre grand combat, c'est l'égalité homme-femme. On le sait moins parce qu'on connaît ses aventures féminines, fort nombreuses, et jusqu'à très tard. Mais finalement, ce qu'on sait moins, c'est qu'il a été aussi un homme qui s'est battu pour l'égalité homme-femme. Il y aura d'ailleurs 2 grandes figures féminines qui vont l'accompagner tout au long de son parcours. Il va y avoir George Sand, la républicaine, qui ne rencontrera pas, mais avec laquelle il va entretenir une correspondance assez longue, et qui va véritablement apprécier vraiment énormément, en tout cas de façon épistolaire. Et puis il y aura Louise Michel qui était l'égérie de la Commune. Hugo ne soutiendra pas le mouvement de la Commune car il va juger que c'est dangereux un soulèvement alors que les Prussiens sont aux portes de Paris. Mais par contre, il va soutenir les communards, il va réclamer pour eux l'amnistie, il va continuer à correspondre avec Louise Michel et je crois qu'ils garderont une amitié véritablement jusqu'au bout. Voilà, donc c'est pour dire aussi tout ce personnage qui se bat pour l'égalité homme-femme. Il dira d'ailleurs, il y a dans ce monde un être qui finalement n'est pas à sa place parce qu'on ne lui donne pas la possibilité de l'être, c'est la femme, et il faut donner à la femme les mêmes droits qu'aux hommes. Donc à l'époque, je rappelle, on est quand même au 19e siècle, c'est quand même un des premiers qui va réclamer cette égalité homme-femme, en tout cas en tant qu'homme. Effectivement, sous la Révolution, il y a eu Olympe de Gouges, il y a eu Manon Roland, Théroigne de Méricourt, etc. Mais Victor Hugo est un des hommes les premiers qui va réclamer cette égalité homme-femme. Et ça aussi, je pense que c'est assez important de le dire. Voilà, donc c'est un homme qui a été sur plein de combats pour la liberté, pour l'égalité, pour la justice et pour la fraternité. Donc moi, ce qui me plaît le plus, et ce que j'ai essayé de faire passer dans mon spectacle, c'est le côté humaniste de Victor Hugo. Victor Hugo, c'est véritablement un écrivain humaniste qui va être tout le temps préoccupé par l'humain, par les petites gens, par les gens qui souffrent. Lui, c'est un grand bourgeois. Victor Hugo, c'est un grand bourgeois. Il n'a pas toujours été un grand bourgeois. Il y a eu une période de sa vie, quand il est enfant, avec ses frères, que sa mère vit seule, le père ne paye pas. Ils sont dans une certaine misère. Il va être à la pension Cordier, il va être relativement mal. Mais en fait, très très vite, avec ses livres, dès qu'il va commencer à gagner sa vie avec ses livres, il va bien gagner sa vie, il va très bien gagner sa vie, il va devenir un bourgeois, un vicomte, puis un comte. Donc son père quand même était général d'Empire, ne l'oublions pas. Et donc il va avoir une vie, on va dire, fort confortable, mais il va s'intéresser à ceux qui n'ont rien. Et Victor Hugo était également un artiste graphique. Il a réalisé plusieurs milliers de dessins. Il a même conçu beaucoup de meubles qui étaient dans ses habitations. Oui, absolument. Donc c'est on va dire, moi j'appelle ça un génie protéiforme. C'est-à-dire qu'il était capable de tout dans la poésie, dans le roman, dans le théâtre, mais également dans la peinture. C'est un dessinateur, c'est un peintre.
il suffit d'aller voir à Guernesey sa maison pour comprendre qu'il avait aussi ce goût pour la décoration intérieure et même pour l'architecture. Donc c'est un homme qui a touché un petit peu à tous les domaines. Et voilà, ce qui a fait aussi, je pense qu'il y a très peu de génies comme ça. On pourrait peut-être, moi si je regarde un petit peu dans l'histoire, je pense à Léonard de Vinci, qui a aussi été quelqu'un qui était un peu dans tous les domaines, qui a fait des tas de choses. Mais Hugo, me semble-t-il, quand on regarde les hommes ou les femmes qui ont marqué notre histoire, on va dire, culturelle et sociale et politique, il me semble qu'il est assez à part dans le sens où on le retrouve absolument partout et il a marqué son époque. Et ce qui fait aussi sa force, c'est qu'en fait, Hugo, c'est le siècle. C'est-à-dire, il naît en 1802, il meurt en 1885, ce qui était un âge fort conséquent pour l'époque. Et en même temps, il embrasse complètement ce siècle. Donc, quand on s'intéresse à la vie de Victor Hugo, on s'intéresse à l'histoire de France du 19e siècle. C'est-à-dire qu'on balaye à la fois l'Empire, toute la période de la monarchie, le Second Empire et la République. C'est quand même assez incroyable d'avoir eu une vie comme ça, qui permet, en tirant le fil de la vie de Victor Hugo, on comprend beaucoup mieux l'histoire de France. Et c'est ce que j'essaye de faire dans mon spectacle, qui est à la fois un spectacle, évidemment, de théâtre, dans lequel il y a de la littérature, mais il y a aussi beaucoup d'histoire, parce que je suis aussi passionné d'histoire. Et donc, je trouve que pour les jeunes générations, parce que moi, j'essaye d'être un passeur, et c'est pour ça que j'interviens dans les collèges et dans les lycées, parce que je veux pas que les jeunes passent à côté de Victor Hugo. Et c'est la raison pour laquelle j'ai souhaité aussi que faire ce spectacle dans les lycées, parce que ça me permet à la fois de leur montrer, de leur faire entendre une langue qu'ils n'ont pas l'habitude d'entendre, mais également de traverser l'histoire. Et donc, on peut avoir comme ça des tas de rebondissements, puisque avec leurs questions, je peux aborder des sujets tout à fait différents. Et d'ailleurs, mon spectacle, voilà, est aussi adapté pour les professeurs de français que pour les professeurs d'histoire. Oui, votre spectacle, au-delà de son aspect biographique, on sent chez vous une volonté de transmettre bien plus que la vie de Victor Hugo, transmettre ses idées, ses combats, ses valeurs. Oui, absolument. Je crois que pour moi, en tout cas, c'est sans doute le primordial. J'ai voulu montrer l'humanisme de Victor Hugo. C'est ça que j'ai voulu montrer dans ce spectacle. C'est ce qui m'a le plus marqué dans ce personnage. C'est la raison pour laquelle, là, je suis en train de travailler sur un nouveau spectacle qui va s'appeler Humaniste, justement. Qui va reprendre tous les grands discours humanistes on va dire, de la Révolution au XXe siècle. Et parce que je pense qu'on a besoin aujourd'hui que l'humanisme revienne en force dans une société où on est de plus en plus individualiste, remettre l'humain au cœur du débat. Et donc avec ce spectacle sur Victor Hugo, ça a été ma ligne de conduite, faire un spectacle qui soit un spectacle humaniste, et que en sortant de ce spectacle, les gens se disent j'en sais un peu plus sur Victor Hugo, et en tout cas cet homme ce que j'ai entendu m'aura marqué, parce que ça m'a fait du bien, ça m'a mis du baume au cœur, et de sentir qu'effectivement il y a un certain nombre de personnes comme ça qui se sont battues pour les autres et qui se sont battues pour le progrès, mais le progrès matériel, mais aussi le progrès social bien sûr, mais aussi quelque part une sorte de progrès spirituel où on se sent mieux dans cette société parce qu'on fait attention à son prochain. Et quel a été votre choix pour les poèmes ? Alors en fait, les poèmes, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on remonte à l'enfance. Donc il y a un certain nombre de poèmes que je connaissais enfant. Je pense au Mendiant, qui est un poème tiré des Contemplations et que j'ai appris quand j'étais enfant, de Mendelov évidemment. Et puis, j'avais beaucoup lu de poèmes autour de l'épopée napoléonienne. Bon, il se trouve que quand j'ai commencé à écrire le spectacle, les poèmes sur l'épopée napoléonienne, il ne pouvait pas y en avoir non plus 10. Donc j'en ai mis un, mais qui est un hommage à son père, qui s'appelle Après la bataille. Mon père, ce héros, sourire si doux, voilà. Donc mais j'en ai pas mis énormément. Donc ça a été la base. Et puis, effectivement, en fonction de la trame que j'ai trouvée pour expliquer la vie de Victor Hugo, il y a des poèmes qui se sont imposés et d'autres que je n'ai pas pu mettre. Donc voilà, j'ai fait ce choix d'avoir des poèmes qui illustrent les moments que j'étais en train d'expliquer. Donc je parle de sa toute petite enfance,
Donc là, j'ai pris le poème très célèbre, Ce siècle avait 2 ans, quand il a sa naissance, puis les feuillantines, donc l'enfance, l'école, la vie avec sa mère, puis effectivement, il y a aussi toute cette histoire avec son père, donc après la bataille, puisqu'il va quand même garder une admiration pour son père, héros des guerres napoléoniennes. Et puis, petit à petit, comme ça, on va aborder, j'essaye d'aborder aussi l'amour qu'il a avec Juliette Drouet, puisque c'est quand même 50 ans d'amour. Donc, il fallait aussi un poème pour expliquer cet amour qu'il a eu avec Juliette. Ça ne l'a pas empêché de tromper Juliette jusqu'à très tard, mais je crois qu'il a gardé une affection très très forte avec Juliette et qu'on ne pouvait pas faire l'impasse sur Juliette Drouet. Donc il y a Juliette Drouet, puis j'essaye d'expliquer aussi par le menu la bataille d'Hernani, qui est quand même un grand moment. Il ne faut pas oublier que Hugo, à 28 ans, était chef de file des Romantiques, et donc la bataille d'Hernani, c'est aussi le grand moment dans l'histoire de notre littérature, au moment où les romantiques finalement imprègnent leur marque par rapport au théâtre classique. Donc j'ai voulu expliquer cela assez longuement. Et puis oui. Il appelle aussi à une réflexion sur la politique du moment avec cette pièce. Oui, bien sûr, absolument. Il appelle aussi à une réflexion sur la politique, puisque on s'oppose par là. C'est tout un mouvement d'idées à ce moment-là qui va s'opposer à l'ordre ancien, on va dire, à tous les niveaux, à la fois littéraire et politique. Donc, et Hugo, donc 28 ans, chef de file des Romantiques, il entraîne derrière lui Gautier, Nerval, Dumas, etc. Donc c'est un mouvement, une effervescence incroyable derrière lui. Et puis ensuite, j'aborde effectivement sa vie d'homme, sa vie publique, mais aussi ce drame qui va être la mort de Léopoldine en 1843, avec Demain dès l'aube. Bon, j'ai choisi effectivement ce poème qui est très célèbre. Globalement, dans mon spectacle, j'ai essayé de faire en sorte qu'il y ait des poèmes très célèbres et des poèmes un peu moins connus. Mais bon, voilà, Demain dès l'aube, j'ai quand même souhaité le mettre parce que les gens aussi aiment retrouver des poèmes qu'ils ont pu apprendre à l'école, ou en tout cas des poèmes qui sont dans leur imaginaire. Et donc, et la mort de Léopoldine, effectivement, c'est un marqueur très important, il s'en remettra jamais. D'ailleurs, si vous prenez le livre Les Contemplations, on constate qu'il y a autrefois et aujourd'hui. Autrefois, c'est avant la mort de Léopoldine. Aujourd'hui, c'est après la mort de Léopoldine. Et pendant les 3 années après la mort de Léopoldine, après 1843, il sera incapable d'écrire, il n'écrira plus rien. C'est aussi pour cela qu'il va se lancer plus dans la politique, parce que son œuvre littéraire va se tarir à ce moment-là. Il recommencera à écrire en 1846-1847. Donc c'est vraiment un moment comme ça, un moment noir et très important dans sa vie d'homme. Donc il y a ce passage-là, et puis après effectivement il y a les grands discours politiques, puisque le moment majeur de sa vie politique, c'est 1848, 1851 jusqu'au coup d'État. Puis effectivement le coup d'État, avec un poème que j'avais appris aussi, enfin en tout cas que je lisais beaucoup quand j'étais enfant, qui s'appelle Souvenir de la nuit du 4. C'est un poème qui me marque énormément parce que c'est un poème qui retrace le moment où une grand-mère tient son petit enfant, son petit-fils qui a 7 ans dans les bras et qui vient d'être tué par les hommes de Napoléon III au moment du coup d'État, puisqu'il y avait une partie de la foule qui était dans la rue, il y avait des barricades qui ont commencé à se dresser, et donc les soldats ont tiré dans la foule et il y a un enfant qui a pris une balle perdue. Et donc ça se passe dans la rue Tiquetonne à Paris. Hugo vient avec un certain nombre de ses amis, des représentants, et là il tombe nez à nez avec cette grand-mère qui tient ce petit enfant de 7 ans dans les bras. Il va être profondément marqué par ce moment, et il va me faire ce poème Souvenir de la nuit donc, du 4 décembre 1851. Voilà, donc ce poème, je tenais absolument à ce qu'il y soit, parce que c'est sans doute un des poèmes qui m'avait le plus marqué quand j'étais enfant. Et ensuite, voilà, j'ai essayé aussi de faire en sorte qu'il y ait des poèmes, des grandes œuvres poétiques de Victor Hugo, les grandes œuvres poétiques, donc beaucoup des Contemplations, beaucoup aussi de la Légende des siècles. Il y a un poème sur les châtiments, Le souvenir de la nuit du 4, et puis des poèmes après qui sont tirés d'autres recueils, Les feuilles d'automne, Toute la lyre, et puis Les 4 vents de l'esprit. Voilà. Donc voilà comment j'ai bâti ce spectacle et que j'ai choisi ces poèmes-là.
Victor Hugo fait partie des figures mondiales de la littérature. C'est aussi une figure politique. Est-ce qu'on peut le situer, par exemple, par rapport à Voltaire, par rapport à Lamartine, par rapport à Zola aussi? Ah oui, oui, alors on peut faire beaucoup de liens. Alors avec Voltaire, on peut le faire évidemment par sa mère, qui se disait voltairienne. Et Victor Hugo a toujours beaucoup cité Voltaire, voilà, parce que pour son intransigeance, pour cet homme qui avait cette vision si particulière et qui a tellement marqué son siècle. Donc il va être très marqué par Voltaire. Il va être aussi très marqué par Dante, notamment qu'il considérera comme un génie. Il en parle beaucoup dans son livre sur William Shakespeare. Il va être, alors avec Zola, ils vont avoir une relation qui va être un peu compliquée. Zola considérait que Victor Hugo était un grand bourgeois qui s'occupait des pauvres, et dans la logique de Zola, qui était un homme beaucoup plus simple en apparence, qui se sentait lui plus homme du peuple et près du peuple. Victor Hugo, il a toujours considéré que finalement, avant tout, c'était un bourgeois, et donc leurs relations ne vont pas être finalement si au beau fixe. Ensuite, ils ne sont pas tout à fait de la même génération. Victor Hugo meurt en 1885, il ne connaîtra pas l'affaire Dreyfus. Je le dis parce qu'il y a beaucoup de gens qui font toujours la confusion. Victor Hugo ne connaîtra pas l'affaire Dreyfus, il meurt en 1885. L'affaire Dreyfus, c'est beaucoup plus tard, c'est vraiment à la fin du 19e siècle, au début du 20e. Donc c'est Zola qui sera le grand marqueur de ce moment-là, si important dans notre histoire. Mais disons, ils auront une relation qui ne sera pas forcément au beau fixe. En revanche, il entretiendra de très très bonnes relations avec d'autres grands écrivains de cette époque-là. Gautier, bien sûr, puisqu'il va regarder une amitié fidèle avec Gautier jusqu'à la fin. Alexandre Dumas, Balzac, donc il fera l'éloge de Balzac. Voilà, donc il y aura une vraie connexion avec beaucoup d'écrivains. Il sera marqué, comme je l'ai dit tout à l'heure, par les grands génies de l'histoire. On a parlé de Voltaire, bien sûr, de Dante, voilà, des personnages qui ont marqué leur époque et qui ont marqué l'histoire. Il sera passionné par Échille très tôt, donc aussi les Grecs. Voilà. C'est un homme qui va avoir... Et puis, dans les hommes politiques, on va dire, qui ont marqué aussi l'histoire, il va être assez marqué par Mirabeau. Pourquoi Mirabeau? Parce que Mirabeau, c'est le grand orateur du début de la Révolution. Et Mirabeau, en fait, voulait une monarchie constitutionnelle. Ce qu'il voulait, c'était faire en sorte que la Révolution accouche d'une société dans laquelle le roi ne soit plus un roi de droit divin et qui ait tous les pouvoirs. Donc effectivement, il va se battre pour le tiers-État, mais en même temps, il avait très très peur que le peuple prenne le pouvoir et qu'on arrive à des excès, ce qui arrivera d'ailleurs à partir de 93-94. Mirabeau ne sera plus là, mais c'est ce qui va arriver. Et donc finalement, sa trace dans l'histoire va être un peu floue, parce que il est à la fois adulé en 89, 90, 91, et lorsqu'il meurt. Et après, on va s'apercevoir qu'il avait des contacts avec Louis XVI. Et ces contacts, Mirabeau avait noué ses contacts avec Louis XVI, parce que, comme je vous l'ai dit, il voulait une monarchie constitutionnelle. On peut dire que finalement, Louis XVI n'a rien compris et a joué avec Mirabeau, mais sans adhérer complètement à ses idées. Mirabeau va se faire rattraper par l'histoire. Lui qui sera panthéonisé va être dépanthéonisé et va finir dans une fosse commune. On avait ouvert le Panthéon pour lui. Et finalement, ce qui est assez marrant finalement dans l'histoire, c'est que le Panthéon sera rouvert pour les obsèques d'Hugo, et Hugo sera panthéonisé alors que Mirabeau en aura été sorti. Et comme Hugo était quelqu'un qui était près du peuple, mais qui en même temps se méfiait des excès du peuple et se méfiait des révolutions sanguinaires, il sera très marqué par l'épisode de 1793-1794 de la Terreur, et il ne voudra surtout pas ça. Et c'est la raison pour laquelle je pense qu'il aura aussi cet attachement envers Mirabeau, qui était à la fois un grand orateur et qui était un homme qui était quelque part assez mesuré, ce qui va bien aussi avec Hugo, c'est-à-dire il est près du peuple et en même temps il se méfie de la populace. Donc toute sa vie il va écrire là-dessus, le peuple, il faut éduquer le peuple, parce que le peuple c'est ce qui... il faut absolument que ce peuple puisse s'élever pour aller vers le progrès, vers la lumière, mais en même temps il se méfie du peuple qui n'a pas d'éducation et qui ne sait faire que des émeutes et qui peut aller vers des émeutes sanglantes. Et donc c'est toute cette ambiguïté aussi qui fait que finalement il va rester dans l'histoire comme quelqu'un qui est près du peuple, mais en même temps qui se méfie de ses excès.
Hein. Et ce qui fera que, de coup, il sera adulé à peu près par tout le monde. Voilà. Et donc, voilà, je voulais aussi donner cette connexion avec Mirabeau qui me semble relativement importante. Il a d'ailleurs fait un livre là-dessus, sur Mirabeau, et effectivement, peu de gens le savent. Et puis, j'ai pas cité Shakespeare, qui sera aussi pour lui, évidemment, un homme absolument éminent. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, si vous le permettez, encore une petite anecdote, François-Joseph, un de ses fils, était traducteur des œuvres de Shakespeare. Et un jour, il vient voir son père et il lui dit « Père, j'aimerais bien, je traduis les œuvres de Shakespeare, que vous fassiez une préface pour ce livre que je suis en train de traduire. » Et Hugo, étant Hugo, va faire un livre de plus de 400 pages qui va s'appeler William Shakespeare, dans lequel il va exprimer justement toutes ses idées sur le progrès, sur qu'est-ce que c'est que le génie, etc. Et ça va être une mine vraiment intéressante pour connaître sa position véritable sur l'idée de progrès. Ce qui m'a beaucoup intéressé moi, puisqu'après j'ai écrit un livre là-dessus qui s'appelle « Le progrès et le mode de l'homme ». Voilà. Eh bien, merci Pierre Jouvencel pour ce moment précieux. J'espère que cet entretien donnera envie aux spectateurs et auditeurs d'aller voir votre émouvant spectacle, de visiter aussi des lieux comme la maison de Victor Hugo, enfin, il y en a beaucoup, et de se plonger ou se replonger dans l'œuvre magistrale de Victor Hugo. Merci.